Ça m'emmenait pas large, hein. Et il m'a dit 170 000 euros en liquide. Posez-vous un instant et laissez ce chiffre résonner dans le silence de votre salon. 170 000 euros. Ce n'est pas seulement le prix d'un appartement ou d'une vie de labeur, c'est le montant d'une énigme qui a pétrifié le tout Paris à l'ouverture d'un testament que personne n'aurait pu prédire. Bienvenue, chers amis, dans les coulisses d'un destin que vous pensiez connaître, mais qui s'apprête à vous révéler sa face la plus sombre et la plus sublime. Nous sommes le 9 mai 2008. À Morterolles, dans ce manoir de la Haute-Vienne, aux pierres froides et aux secrets bien gardés, un homme vient de s'éteindre. Cet homme, c'est Pascal Sevran. Pour vous, il était le monarque absolu des dimanches après-midi. Le gardien du temple de la chanson française, l'arbitre des élégances, qui, d'un geste de la main, pouvait faire pleurer la France entière sur un air d'accordéon. Mais alors que le rideau tombe sur La Chance aux chansons, un autre spectacle, bien plus tragique, commence dans le cabinet d'un notaire. L'annonce tombe comme une sentence. Pascal Sevran, l'homme au bouton d'or, le dandy qui semblait ne vivre que pour l'éclat et les souvenirs, a décidé de tout liquider. Pas de legs aux amis de cour, pas de fondation à son nom pour glorifier sa carrière. Non, une somme de 170 000 euros est immédiatement débloquée, accompagnée d'un ordre clair, presque brutal. Vendez tout. Ses meubles en pierre, ses tableaux de maître, ses manuscrits raturés, jusqu'à la moindre petite cuillère en argent de son domaine. Tout doit disparaître. Pourquoi une telle hâte à effacer les traces d'une vie si riche ? Pourquoi ce besoin viscéral de transformer ses souvenirs en une montagne de billets pour les offrir à la Ligue contre le cancer ? Ce que je m'apprête à vous révéler dépasse le cadre de la simple philanthropie. Ce n'est pas l'acte d'un homme généreux, c'est l'acte d'un homme traqué. Pascal n'a pas attendu que la maladie le terrasse pour agir. Pendant des mois, il a orchestré sa propre disparition avec une précision chirurgicale, comme s'il voulait s'assurer qu'il ne resterait rien de lui, si ce n'est l'essentiel. La promesse qu'il avait faite dans l'obscurité d'une chambre d'hôpital 20 ans plus tôt. Le monde voyait en lui un animateur hautain, parfois provocateur, protégé par ses murs de certitude. Mais la vérité, mes chers spectateurs, est que derrière chaque euro de ce testament se cache un cri de douleur. Un cri qui porte un nom que Pascal a murmuré jusqu'à son dernier souffle, Stéphane. Dans cette vidéo, nous allons déterrer les racines de ce sacrifice. Nous allons comprendre pourquoi ces 170 000 euros étaient, pour lui, le prix de la paix. Car pour Pascal Sevran, l'argent n'était plus un moyen de briller, mais une arme ultime pour combattre le monstre qui lui avait arraché son âme bien avant que son cœur ne cesse de battre. Restez avec moi, car ce que nous allons découvrir sur la manière dont il a préparé ce grand nettoyage final va changer à jamais votre regard sur l'homme à la mèche impeccable. Car au fond, Pascal Sevran n'a pas seulement légué une fortune, il a légué une rédemption. Pour comprendre l'abîme qui séparait l'homme du testament de l'homme de l'écran, il faut revenir à ce rituel que vous connaissez tous. Dimanche, 13h30 précise. La France s'installe devant son poste. Le générique s'élance. Cette valse familière qui semble suspendre le vol du temps. Et là, au milieu des projecteurs, il apparaît. Pascal Sevran. Regardez-le bien. Ce bronzage immuable, ce costume taillé au millimètre, cette mèche de cheveux qui défie les lois de la gravité. Sur le plateau de La Chance aux chansons, Pascal n'est pas seulement un animateur. Il est le monarque absolu d'un royaume de velours rouge et d'accordéon. Il est le roi soleil de la nostalgie. D'un simple hochement de tête, d'un sourire en coin ou d'une présentation enflammée, il a le pouvoir de ressusciter une idole oubliée des années 50 ou au contraire d'ignorer superbement un jeune talent qui ne respecte pas les codes de la grande chanson. Les artistes tremblaient et l'adoraient. Ils savaient qu'un passage chez Pascal, c'était l'assurance de toucher le cœur de la France profonde, celle qui refuse que l'on oublie les textes qui font sens. Mais mes amis, ce faste n'était qu'un décor de théâtre. Imaginez le poids de ce masque. Pour vous plaire, pour assurer cette France qui craignait le tumulte du monde moderne, il a dû endosser le rôle de l'homme providentiel, conservateur, presque rigide dans ses principes. Mais qui était-il quand les projecteurs s'éteignaient et que le maquillage coulait sur son visage fatigué ? La vérité est vertigineuse.
Pascal était un homme de paradoxe. Il était ce dandy de droite qui partageait des dîners secrets et des conversations métaphysiques avec le président François Mitterrand. Deux hommes de pouvoir, deux amoureux de la littérature et du temps long qui se retrouvaient dans la solitude des sommets. C'est dans cette solitude que le gouffre se creusait. Plus il était puissant à la télévision, plus il se sentait étranger à lui-même. Je joue un personnage pour ne mat à expliquer qui je suis, confiait-il à ses carnets secrets. Pour combler ce vide immense, ce trou noir qui menaçait de l'aspirer chaque soir, Pascal est devenu un prédateur de beauté. Il s'est jeté à corps perdu dans la collectionnite aiguë. Les salles de vente de Drouot étaient son champ de bataille. Il achetait tout, des commodes empire au marbre froid, des tableaux de maître au regard mélancolique, des bronzes imposants. Pourquoi cette accumulation frénétique ? Parce que les objets ne vous trahissent jamais. Parce que dans la froideur d'une statue, il trouvait une consolation que la chair humaine ne semblait plus pouvoir lui offrir. Chaque pièce d'antiquité ajoutée à son manoir de Morterolles était une nouvelle brique à la muraille qu'il érigeait entre lui et le reste du monde. Mais pourquoi un tel besoin de rempart ? Pourquoi cette fuite en avant dans le luxe et l'érudition ? C'est parce qu'au centre de ce château de cartes se trouvait une blessure que même la reconnaissance de la nation et l'amitié d'un président ne pouvaient te penser. Une blessure qui avait un nom, une voix, et dont le souvenir allait bientôt transformer son triomphe médiatique en un long calvaire silencieux. Pour comprendre l'homme qui a légué sa fortune à la science, il faut d'abord comprendre pour qui son cœur battait dans le silence de ces nuits parisiennes. Derrière l'armure de l'animateur souverain, il y avait un jardin secret. Et dans ce jardin, une seule fleur, Stéphane Chaumont. Stéphane était plus qu'un compagnon. Il était le souffle de jeunesse qui manquait à Pascal, celui qui rendait la gloire supportable. Il était ce jeune premier, beau, solaire, qui gravitait dans l'ombre du géant médiatique. C'était un amour total, mais un amour contraint au silence. Car n'oubliez pas, nous sommes dans la France des années 80. Pascal Sevran est l'idole d'une France traditionnelle, conservatrice, celle qui l'invite à sa table tous les dimanches. À cette époque, révéler son homosexualité, c'était risquer de voir son public se détourner, de voir les portes des grands studios se refermer à jamais. Pascal vivait donc un paradoxe épuisant, être l'homme le plus célèbre de France tout en cachant l'essentiel. Puis arrive ce mois de mars 1988, un mois que Pascal décrira plus tard comme celui où le ciel lui est tombé sur la tête. Un simple appel, un diagnostic, et le monde s'arrête de tourner. Stéphane est touché par ce que l'on appelait alors avec effroi la maladie du siècle, le F1H/SIDA. Imaginez la déflagration. Aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, nous avons oublié la terreur que ce mot inspirait. En 1988, c'était une sentence de mort doublée d'un opprobre social insupportable. Pour Pascal, la tragédie est double. Il voit l'homme qu'il aime s'étioler et il doit faire face à une menace existentielle. Si le public l'apprend, sa carrière est finie. Le gardien des bonnes mœurs de la chanson ne peut pas être associé à ce que certains appelaient alors, avec une cruauté sans nom, la peste rose. Commence alors une guerre de l'ombre, une épopée secrète et désespérée. Pascal Sevran va utiliser tout ce qu'il possède, son argent, ses relations de haut vol, son influence, pour tenter de détourner le destin. Il devient un soldat de la vie. Pendant que vous le voyez sourire à l'écran, lançant des plaisanteries avec son flegme habituel, il passait ses nuits à organiser des consultations clandestines, à contacter des chercheurs aux quatre coins du globe, à faire venir des médicaments expérimentaux sous le sceau du secret absolu. Il a transformé son domicile en une clinique privée de luxe où les médecins entraient par la porte de service, jurant le silence sur leur honneur. Chaque euro gagné à la télévision servait à acheter un jour de plus, 1 heure de répit pour Stéphane. Pascal ne reculait devant rien. Il payait des sommes astronomiques pour des traitements dont l'efficacité n'était pas prouvée, mu par l'espoir fou que sa fortune pourrait racheter la santé de son amant. Mais le prix le plus lourd n'était pas financier. C'était le prix psychologique de la dissimulation. Pascal devait monter sur scène, maquiller ses propres cernes, ajuster sa mèche et chanter la nostalgie d'un passé radieux, alors qu'il savait que son avenir s'éteignait à petit feu
dans la chambre d'à côté. Il vivait dans la peur constante d'une fuite dans la presse à scandale, d'un regard de travers, d'une question de trop. Cette lutte acharnée a duré 10 ans. 10 années de sursis arrachées à la maladie à force de volonté et de millions d'euros. C'est dans ce combat perdu d'avance que s'est forgée la conviction que nous avons vue dans son testament: l'argent n'a de sens que s'il sert à vaincre le monstre. Le 13 octobre 1998, le rideau tombe. Pas celui du studio 102 de la maison de la radio, mais celui d'une vie qui n'avait de sens qu'à deux. Stéphane s'est éteint, et avec lui, c'est une partie de Pascal Sevran qui est enterré au cimetière de Saint-Ouen. Imaginez le supplice. Quelques jours seulement après avoir fermé les yeux de l'homme de sa vie, Pascal doit reprendre le chemin des plateaux de télévision. Il doit s'asseoir dans son fauteuil doré, ajuster sa cravate et lancer d'un ton enjoué: « Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver ». C'est ici que commence le plus grand rôle de sa carrière, celui d'un survivant qui fait semblant de vivre. Dans le métier, on le voit devenir plus sombre, plus cassant, mais ce que le public ignore, c'est que Pascal est devenu un mendiant d'émotions. Il cherche dans le regard des autres, dans les chansons tristes qu'il programme, un écho à son propre désastre. C'est à cette période qu'il commence à publier ses journaux intimes, dont le bouleversant « La vie sans lui ». Ses écrits sont des cris étouffés sous une plume de soie. Il y confie l'horreur de rentrer dans un manoir trop grand, où l'odeur du parfum de Stéphane flotte encore dans les couloirs de Morterolles. Il écrit « Vivre est devenu une habitude, mais ce n'est plus une envie. » Chaque soir, après avoir fait sourire des millions de Français, il s'enferme dans son bureau pour dialoguer avec un absent. Il est riche, il est célèbre, il est admiré, mais il est d'une pauvreté affective qui brise le cœur. Il n'est plus qu'un homme qui attend. Puis le destin, dans une ironie dont il a seul le secret, décide de frapper à nouveau. Quelques années plus tard, le diagnostic tombe, brutal, sans appel, un cancer des poumons. Pour n'importe qui, ce serait une tragédie. Pour Pascal, c'est une révélation. Alors que ses proches s'effondrent, l'homme de télévision, lui, reste d'un calme olympien. On raconte qu'il a accueilli la nouvelle presque avec un demi-sourire. Pourquoi ? Parce que ce mal qui dévore ses poumons n'est pas perçu comme une agression, mais comme un destin miroir. Stéphane était parti après une longue agonie. Pascal ferait de même. Il ne voit pas la maladie comme une fin, mais comme un billet de retour, une invitation à un rendez-vous qu'il attend depuis 10 ans. Il refuse de se poser en victime. Il continue d'écrire, de filmer, de collectionner. Mais désormais, il y a une urgence nouvelle. Ce cancer lui donne une mission, celle de boucler la boucle. Il commence à regarder ses objets d'art, ses 170 000 € en réserve, et son manoir non plus comme des trophées, mais comme un poids dont il doit se libérer pour pouvoir partir léger. C'est dans cette période de fin de règne que l'idée du testament prend forme. Il ne s'agit plus de soigner Stéphane, il est trop tard. Il s'agit de transformer sa propre mort en un geste de défi contre la souffrance. Il décide que son départ ne sera pas un effacement, mais une transmission. Pascal Sevran ne se bat pas contre le cancer pour rester ici-bas. Il l'utilise comme une transition vers celui qui l'attend de l'autre côté du miroir. Mais avant de partir, il lui reste une dernière mise en scène à orchestrer, le dépouillement total. Adjugé, ce mot, sec comme un coup de trick, résonne avec une brutalité étrange sous les plafonds de Morterolles. Nous sommes en 2009. 1 an a passé depuis que le maître des lieux a tiré sa révérence. Pour comprendre la puissance de ce marteau qui tombe, il nous faut remonter précisément à ce jour où tout a basculé. Le 9 mai 2008. Ce jour-là, au CHU de Limoges, le souffle de Pascal Sevran s'éteint. Le cancer des poumons a fini par avoir raison de ce corps épuisé par les cigarettes et les nuits d'insomnie. Mais ce 9 mai n'est pas une fin. C'est le déclenchement d'un plan de nettoyage méticuleux, d'une véritable épuration de son passage sur Terre qu'il avait lui-même orchestré depuis son lit d'hôpital. Pascal avait une exigence, presque une obsession, effacer sa trace matérielle. Lors de cette vente aux enchères historiques en 2009, le public voit son intimité dépecée sous les yeux des collectionneurs. Regardez bien ces objets qui défilent, cette commode empire en acajou massif, cette montre
à gousset en or qu'il portait dans sa poche de gilet à chaque enregistrement, et ses brouillons de journaux intimes, encore tachés de ses doutes et de ses larmes. Pourquoi lui, l'homme de la nostalgie, celui qui a passé sa carrière à glorifier le passé, a-t-il voulu ainsi disperser ses trésors aux quatre vents? Mes amis, ce n'était pas un reniement, c'était une exorcisation. Pascal savait que ces objets étaient devenus des éponges à chagrin. Pendant 10 ans, depuis la mort de Stéphane, ces meubles avaient absorbé sa solitude, ses cris étouffés, sa déchéance physique. Il ne voulait pas laisser derrière lui un musée de la tristesse. Il voulait que ces objets retrouvent une seconde vie, qu'ils soient aimés par de nouveaux propriétaires, loin des fantômes de Morterolles. Puis, le voile se lève sur son testament et la France entière est saisie de stupeur. Un montant liquide de 170 000 euros, fruit d'une vie de labeur acharné, est légué intégralement à la Ligue contre le cancer. À l'époque, une question brûlante a agité les esprits. Pourquoi le cancer? Pourquoi pas si d'action pour honorer la mémoire de Stéphane? La réponse réside dans un choix d'une noblesse et d'une cruauté rare. Pour Pascal, le sida était le monstre du passé, cette blessure incurable nommée Stéphane qu'il avait tenté de soigner en vain 10 ans plus tôt. Mais le cancer des poumons était le monstre du présent, celui qui lui arrachait ses propres inspirations jusqu'à ce fameux 9 mai 2008. En choisissant la Ligue, Pascal a décidé de sortir de sa tragédie personnelle pour embrasser la souffrance universelle. Il ne voulait plus être seulement l'amant fidèle par-delà la tombe, il voulait être un soldat pour ceux qui luttent aujourd'hui. C'était sa manière de transformer le tabac, ce poison qui lui avait volé ses poumons, en une source d'espoir pour les autres. Pascal Sévran est parti en laissant derrière lui un manoir vide, mais dans ce vide, il a fait germer une vie nouvelle. Ces 170 000 euros n'étaient pas que du papier, c'était la promesse ultime d'un homme qui, au seuil de la mort, a jeté son masque de dandy pour ne garder que son cœur. Mais mes chers amis, l'héritage de Pascal s'arrête-t-il à ces chiffres? Dans cette région du Limousin qu'il aimait tant, cet argent a accompli des miracles que lui-même n'aurait peut-être pas imaginés. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans les rues de Limoges, loin du tumulte des plateaux parisiens, le nom de Pascal Sévran ne résonne plus seulement comme un écho de nostalgie ou le souvenir d'une mèche impeccable. Il s'incarne dans la pierre, dans le soin et dans le regard de ceux qui luttent. L'argent de Morterolles, ces 170 000 euros et le produit de cette vente aux enchères que nous avons vécu ensemble n'ont pas fini dans un coffre-fort poussiéreux. Ils sont devenus ce que l'on appelle des espaces ligues. Imaginez un lieu où le mot cancer ne rime plus avec isolement. Grâce au legs de Pascal, le comité de la Haute-Vienne de la Ligue contre le cancer a pu financer des projets d'une humanité bouleversante. On y propose de la socio-esthétique pour rendre leur dignité aux femmes dont la maladie a volé les traits, des consultations psychologiques gratuites et des thérapies par le sport. Pascal Sévran, l'homme que l'on disait parfois hautain et déconnecté des réalités, a finalement offert ce qu'il y a de plus précieux, du confort dans la souffrance. Lui, le mendiant d'émotions qui a tant souffert de la mort de Stéphane, a voulu s'assurer que d'autres ne vivent pas leur calvaire dans le même dénuement émotionnel. C'est là, mes amis, que réside sa véritable victoire sur la mort. Il repose aujourd'hui au petit cimetière de Saint-Pardoux, dans cette terre du Limousin qu'il avait choisie comme dernier refuge. Sur sa tombe, au printemps, poussent parfois des jonquilles, ces fleurs qu'il aimait tant et qu'il citait dans ses derniers écrits. Alors, au moment de clore ce chapitre, une question s'impose à nous. Pascal Sévran était-il l'animateur polémique aux déclarations parfois cinglantes, ou cet homme blessé, capable d'un dépouillement total par amour pour l'humanité? Peut-être était-il tout cela à la fois. Un homme de contradiction, capable du meilleur comme du pire, mais dont l'acte final reste d'une pureté absolue. Il nous laisse une leçon que l'on oublie trop souvent à l'heure des réseaux sociaux et de la gloire éphémère. Ce que nous possédons finit par nous posséder, et seule la transmission nous rend vraiment libres. Pascal Sévran a quitté la scène en éteignant toutes les lumières derrière lui, sauf une, celle de la solidarité. Et c'est peut-être là son plus beau refrain, sa chanson la plus juste, celle qui ne s'arrêtera jamais de résonner dans le cœur des patients de Limoges. Avant de nous quitter,
j'aimerais vous poser une question. Et vous, quelle image gardez-vous de Pascal Sevran ? Est-ce celle de l'homme de télévision qui nous a tant fait chanter, ou celle de ce donateur anonyme derrière son testament ? Votre avis m'intéresse énormément, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Si cette plongée dans l'intimité de ce destin hors norme vous a touché, je vous invite à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo. Votre soutien est ce qui me permet de continuer à déterrer ces histoires oubliées et à leur rendre leur vérité. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur les légendes qui ont façonné notre culture. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de ce récit. Prenez soin de vous, car la vie, comme le disait Pascal, est une chanson trop courte pour être mal interprétée.